bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour la troisième année donc, sur les Journées du futur. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Franck Bordas, le président de l'Union des présidents d'IUT. On a initié en fait cet événement il y a, donc maintenant, je vous dis c'est la troisième fois, donc le premier événement en juillet 2022. Notre ambition était de dire, on vient de créer un nouveau diplôme, donc, que vous connaissez tous, qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie, et on a travaillé sur une approche par compétences. Donc, ce qui était très bien, ce qui était notre ambition, mais on s'est dit, tout évolue très vite et tout évolue de plus en plus vite, donc il faut qu'on soit toujours en avant-garde sur les évolutions de compétences. Donc quand on a créé cet événement, c'est pour dire il faut qu'on cherche à voir si on est dans le vrai avec ce qu'on a mis en place ou s'il faut déjà qu'on commence à anticiper des besoins futurs qu'on ne traiterait pas. Et donc pour ça, on avait fait venir une quinzaine de branches et d'OPCO, notamment parce que ce sont les branches et les OPCO qui font les études prospectives. Et donc c'est sur la base de leurs travaux que l'on peut se caler, on va dire, pour faire évoluer nos diplômes et ce qu'on y enseigne. Et puis, bon, vous savez que tous les présidents de conseil d'IUT donc, sont issus des milieux socio-économiques, que ce soit des représentants des salariés, des représentants des entreprises ou directement connectés avec le tissu économique local. C'est pour ça que je dis souvent on a en fonction des lieux, si je pense à Lannion, c'est quelqu'un de chez Orange. À Clermont, ça a été longtemps quelqu'un de chez Michelin. Maintenant, bon, ça a changé récemment. Mais sur d'autres lieux, je pense à Philippe qui est là, Laval, c'est quelqu'un de Lactalis. Donc on est vraiment en lien avec les territoires. À Kourou, c'est quelqu'un du CNES. Donc on a toujours ce lien fort. Et puis après, on peut avoir des gens plus multidisciplinaires, ce que je représente en tant qu'expert comptable, par exemple, mais avec d'autres disciplines un peu partout qui peuvent exister. Donc ce lien est toujours très fort pour nous et c'est dans ce cadre-là qu'on va chercher aussi, donc je vous ai dit OPCO et branches parce que c'est elles qui ont les études prospectives, et après on associe aussi les entreprises pour voir comment c'est vécu, comment ça va se passer, et on a un certain nombre, vous verrez cet après-midi notamment, d'intervenants qui sont directement en lien avec la RSE, avec Germain Gourenton qui est ici et qui pourra vous faire part de son expérience et de ce qu'il connaît lui dans le domaine. Voilà, donc ça c'est la partie importante, et à travers ces différents ateliers qu'on avait fait donc il y a 2 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 domaines qui correspondaient un peu je dirais, qui concernaient tout le monde. Ces 3 domaines étaient le digital, qu'on a traité l'an dernier, du coup, digital numérique, les évolutions, et puis ça reste complètement d'actualité, tout ce que vous pouvez entendre sur l'intelligence artificielle, notamment, qui va révolutionner tout. Donc ça, c'est vraiment un axe qui reste un axe important de l'évolution des compétences à venir. Et puis, il y en a un deuxième qui ressortait, qui était la RSE. Alors la RSE, on s'est dit, on va commencer par le digital parce que c'était vraiment l'aspect majeur, mais la RSE, derrière, il faut qu'on le traite aussi parce que ça concerne tout le monde, ça concerne l'évolution de la société d'une manière générale, puisque vous savez qu'on brûle plus que ce qu'on produit, entre guillemets, donc la Terre n'a pas des ressources infinies non plus, donc il faut qu'on s'adapte, notamment pour les jeunes générations. Donc, ça a été l'objectif qu'on avait fixé il y a 2 ans pratiquement, on s'était dit on le ferait là, et vous voyez que tout ce qui a trait à l'environnement est de plus en plus mis en avant avec les catastrophes qu'on peut voir, la dernière en Espagne, qui sont liées aussi à des histoires de changement climatique, l'évolution du prix de l'électricité, du gaz qu'on a connu ces 2 dernières années aussi sont directement à prendre en compte dans la dimension RSE. Sur ce qui concerne plus particulièrement en plus la partie enseignement supérieur, vous avez vu que le ministère a souhaité que cette notion de compétences en matière de RSE soit davantage mise en valeur dans les universités. Donc là, on aura aussi l'occasion d'en reparler cet après-midi
avec les représentants de l'association des directeurs d'IUT, donc notamment Laurent Poisson qui interviendra sur une des tables rondes. Donc l'objectif est vraiment qu'on ait cette vision transversale et globale à l'issue de cette journée qui sera une journée d'échange. Et ce que je rappelle, parce que c'est vrai qu'en termes de communication, nous ne sommes pas forcément des bons communicants, ces journées du futur, on l'a souhaité dès le démarrage, sont en ligne sur notre chaîne YouTube de manière séquentielle. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de dire on fait une journée et ça s'arrête là. Non, il faut que cette journée, elle puisse servir à tout le monde et tous ceux qui ne peuvent pas participer, notamment que les enseignants soient capables de se l'accaparer pour ce qui les intéresse. Donc c'est pour ça que c'est séquencé par table ronde, par atelier, par keynote, quand il y a des keynotes, enfin bon voilà. Donc à ce niveau-là, et chacun est capable d'aller récupérer, donc de regarder sur la chaîne YouTube la séquence qui l'intéresse pour l'utiliser à des fins justement pédagogiques à ce niveau-là. C'est vraiment l'ambition qu'on a depuis le début. Donc c'est fait pour 2022-2023. Donc 2024, c'est pour ça que si c'est filmé, c'est vraiment dans ce but-là pour que ça puisse être utilisé ensuite à ce niveau-là. Voilà. Bon, je pense avoir fait le gros tour. Alors merci à Michel, l'initiatrice en fait de cet événement depuis le démarrage, hein, et avec tout son staff d'encadrement, donc Catherine Guillonnet qui est là ici, et puis à tous ceux qui s'impliquent pour que ce soit un événement qu'on espère de qualité. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, donc on peut lancer la keynote. Maintenant, Michel, je te laisse la main. Merci Franck. Bon, donc je suis Michel Vincent, je suis la présidente du conseil de l'IUT de Bobigny. Et pour cette première intervention, j'ai le plaisir d'inviter Florence Clément. Alors, Florence Clément est de l'ADEME, elle est coordinatrice de l'information grand public, jeunes et missions éducatives. Et merci Florence d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, elle va nous parler du regard qu'a l'ADEME sur les attentes des jeunes, enfin ceux qui sont notre cible à tous, hein, notre cible finale, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes. Elle va partager avec nous les études que peut faire l'ADEME sur les attentes des jeunes en la matière, hein, peut-être aussi leur engagement, et puis elle nous dira aussi peut-être quelles sont leurs craintes. Alors, Florence, quand même, avant de démarrer, avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même qu'on fixe l'enjeu ensemble de ce qui se passe là, parce qu'on va parler de compétences, on va parler de nouvelles compétences, on va parler de nouveaux métiers. Mais j'ai une question pour vous, les métiers verts, ou les métiers, comme vous dites, verdissants, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est dans très longtemps? Comment vous voyez les choses? Je vous laisse... Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai que moi je travaille en direction de la jeunesse, mais je suis rarement en contact avec vous qui êtes des acteurs essentiels justement pour former cette jeunesse, pour lui permettre de devenir un des acteurs les plus importants de notre société du futur. Alors en effet, on a travaillé, nous, à l'ADEME, sur ces métiers, puisque on sait bien que pour accompagner la transition écologique, eh bien, il faut des gens qui soient bien formés et qui sachent justement proposer autre chose dans notre société que toujours utiliser plus d'énergie, plus de matière. Et donc, il y a énormément de métiers nouveaux qui sont en train de se créer. Mais finalement, il y a un véritable enjeu, c'est qu'il faut surtout faire évoluer des métiers qui existent déjà. Donc là, je vous ai présenté quelques chiffres. En fait, on voit bien que les métiers de la transition en fait, ne cessent d'augmenter. On a tous les ans en fait, plus de métiers verts qu'il y en avait avant. Il y a quelques secteurs en fait, qui recrutent principalement. Ce sont les métiers du bâtiment. Comme vous le savez, en fait, pour consommer moins d'énergie, il faut absolument que nos bâtiments en fait, soient beaucoup mieux isolés, beaucoup mieux rénovés. Et donc, les métiers de la rénovation du bâtiment, en fait, sont des métiers qui recrutent beaucoup. D'ailleurs, il y a même beaucoup de problèmes aujourd'hui pour recruter, puisque, en fait, il n'y a pas assez de personnes formées et les artisans et les professionnels du bâtiment sont même en demande de personnes à former sur ce sujet, la rénovation énergétique.
Il y a également les transports, en fait, qui sont des métiers qui deviennent de plus en plus verts, puisqu'en fait, on travaille de plus en plus sur des transports qui sont beaucoup moins polluants, et donc ce sont des métiers qui évoluent beaucoup. Et également, l'entretien des espaces verts, tout ce qui est protection des espaces verts, en fait, est en train de beaucoup évoluer. Mais donc, il y a une différence entre métiers verts et verdissants. Alors, je sais que les étudiants sont très intéressés parce qu'ils cherchent des métiers qui ont du sens. Donc, ils veulent aujourd'hui faire quelque chose où ils ont l'impression, en fait, qu'ils se lèvent tous les matins pour faire quelque chose, en fait, d'utile à la société, et notamment travailler sur la transition écologique. Quand moi, je travaille, par exemple, en direct avec certains, ou que je suis sur des forums de l'emploi ou des métiers, c'est toujours les mêmes questions qui me reviennent. En fait, ils ont envie de faire un métier qui est utile à la planète. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que finalement, ce ne sont pas des nouveaux métiers en grande majorité, ce sont des métiers qui existent déjà. Donc, nous, à l'ADEME, en fait, on a travaillé sur beaucoup de propositions, en fait, non pas pour les orienter, parce que ce n'est pas notre rôle d'orienter les jeunes, notre rôle, c'est de les informer. Et donc, on a fait un site qui s'appelle Mtater. On l'a fait avec des jeunes. Et dans ce site Mtater, donc là, c'est pour ça que je vous ai mis cette extraction d'un petit morceau du site. En fait, il y a une rubrique qui s'appelle Orientation métier et qui va permettre aux jeunes de découvrir la différence entre un métier vert et un métier verdissant, qui va pouvoir trouver des exemples, des témoignages de professionnels qui vont expliquer en fait comment dans leur parcours ils en sont venus à travailler dans la transition énergétique ou écologique. D'ailleurs, en fait, souvent, ça n'avait pas été leur idée de base. Ils y sont venus en se réorientant, en faisant des formations ensuite qui ont complété leur formation première, etc. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ça montre aux jeunes que en fait, tout est possible dans une carrière professionnelle tant qu'on a un projet. Je vous laisserai aller le découvrir parce qu'on n'a pas énormément de temps ce matin. Donc là, dans ma présentation, je vous ai juste mis des propositions à aller fouiller ensuite, mais je ne vais pas forcément vous montrer tous ces articles, ces vidéos et ces témoignages. L'autre sujet, celui pour lequel on vous a sollicité, c'est votre regard sur les jeunes. Ils en sont où, les jeunes? Est-ce qu'ils ont des attentes? Est-ce qu'ils font des choses? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, les jeunes, on leur parle assez régulièrement, on les réunit en panel, on essaye d'observer aussi à travers des études où ils en sont, quelles sont leurs attentes. Et alors, il y a quelque chose qui a été assez frappant dans les dernières études qu'on a menées. Ça ne va pas être une révélation. Vous le savez, en fait, la jeunesse est consciente de l'urgence, des crises sur lesquelles on doit aujourd'hui travailler. En fait, ils sont très conscients de la crise climatique. Ils sont très conscients de la crise aussi de la biodiversité, de l'urgence, de l'épuisement des ressources. Toutes ces crises ne sont pas des mystères pour eux. On n'a pas besoin de les convaincre, en fait. Ils sont conscients. Mais il y a quand même des soucis. C'est que quand on les interroge ensuite sur s'ils ont suffisamment d'informations pour savoir quoi faire concrètement, en fait, ils répondent non à 80%, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils se jugent mal informés sur les sujets. Ils ont l'impression, en fait, d'être dans un marasme, c'est-à-dire qu'ils entendent sans arrêt que les choses vont mal, mais qu'on ne leur propose pas beaucoup de pistes de sortie et de solutions. Donc ça les enferme dans un comportement qui est assez complexe, c'est-à-dire que c'est des jeunes conscients, mais peu actifs. Et pour ça, en fait, on a vraiment besoin, on a travaillé beaucoup sur la compréhension de ce mécanisme, et en fait, on a compris qu'en fait, ils ont un besoin d'accompagnement, et cet accompagnement, il passe notamment par vous. C'est-à-dire que quand on les a interrogés, ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, les premières personnes en qui ils ont confiance, c'est leurs proches, et ensuite, c'est leurs enseignants. Donc, en fait, ils ont vraiment besoin de cet accompagnement de gens dont ils savent que vous allez les mener dans un chemin qui est fiable. Pas dans quelque chose en fait où vous allez les embarquer dans des trucs un peu impossibles ou irréalistes. Et donc vraiment, pour moi, c'est très important d'être avec vous aujourd'hui parce que je voudrais juste vous donner quelques pistes, vous aider en fait à savoir où trouver des informations peut-être pour mieux les transmettre aux étudiants. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure et vous me direz si ça vous satisfait ou pas d'ailleurs, parce que je suis aussi là peut-être pour travailler sur autrement en direct avec vous.
Donc dans ce site MTater dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a justement créé en fait une rubrique très spécifique pour la jeunesse qui s'appelle Agir. Et en fait là, on va leur proposer des solutions qui vont leur permettre dans leur quotidien de voir qu'ils ne sont pas complètement détachés de l'action. En fait, ils ont des possibilités d'agir à tous les niveaux, que ce soit chez eux, que ce soit quand ils consomment, mais que c'est aussi dans le cadre de leurs études. Donc là, je vous ai aussi mis le lien de manière à pouvoir vous laisser fouiller ensuite. Peut-être une question, mais est-ce qu'ils agissent quand même? Est-ce qu'ils ils font des choses? Ils sont dans leur comportement au quotidien? Alors oui, ils ont en fait des secteurs sur lesquels ils acceptent de faire autrement, mais de manière complètement étrange. C'est-à-dire qu'ils savent que consommer beaucoup, c'est pas bien. Donc ils acceptent de, par exemple, acheter beaucoup de produits d'occasion, comme des vêtements, tout ça. Ils aiment bien tous ces sites d'occasion. Mais ils ont l'impression de faire une super action, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils emballent la consommation en majeure partie. Nous, on a fait pas mal d'études justement sur les achats de seconde main, et on s'est rendu compte que ceux qui sont les plus consommateurs, ce sont les jeunes. Donc en fait, ils utilisent la seconde main pour acheter plus. Donc en fait, ils détournent complètement l'idée première, qui est en fait de ne pas acheter, d'en acheter que ce dont on a besoin. En fait, ils utilisent finalement leur bonne conscience d'acheter d'occasion pour en fait acheter plus. Ils sont pris en fait dans un jeu très complexe. C'est-à-dire que d'un côté, ils reçoivent l'information que en fait tout est à leur disposition, et de l'autre côté, on leur dit mais n'y touchez pas. Donc en fait, ça les rend complètement schizo, quoi. Ils n'y arrivent pas. En fait, ils comprennent pas. Ils sont élevés dans une idée que avoir les rend heureux. Parce que bon, même s'ils disent que c'est l'environnement, la solidarité, tout ça, leur valeur première, en fait, quand on les observe réellement sur le terrain, c'est pas ce qui les conduit, en fait. Ils ont très peu d'actions solidaires. Bien sûr, certains le font, on ne peut pas dire aucun, mais en fait, en majorité, ce ne sont pas des actions de solidarité et de protection environnementale, en fait, qui les mènent toute la journée. C'est d'avant tout, comme on l'a été d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a été les mêmes, en fait, une satisfaction personnelle qui les conduit à chaque fois. Ils sont par exemple très conscients qu'on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre, mais quand on leur demande s'ils seraient prêts à se passer de voyage, ils répondent non, majoritairement. Mais là, c'est également dans des 80-90%, ils continueront à voyager. Donc en fait, on voit bien qu'ils sont pas prêts parce qu'ils ne comprennent pas toujours le sens de ce qu'ils font, quoi. En fait, ils vont beaucoup jeter leurs déchets, voilà. Mais ils ne savent pas exactement en fait, ce que ça implique derrière, dans quelle mesure en fait, ça permet réellement d'avoir un impact ou un apport pour la planète. En fait, ils ont beaucoup encore besoin d'accompagnement, même s'ils se disent très très conscients et qu'ils vous expliquent tout le temps qu'ils savent très bien. Mais en fait, c'est faux. En fait, ils savent très peu de choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce site, parce qu'on essaye de leur faire une rubrique comprendre, on leur remet toutes les grandes questions écologiques et aussi une rubrique agir où ils vont trouver comment faire. Et puis moi, ce que je voulais aussi vous proposer, c'est dans le cadre des formations que vous leur offrez, c'est de les laisser aussi un petit peu chercher par eux-mêmes. Parce qu'en fait, on a remarqué que c'était très mobilisateur pour des jeunes, en fait, quand ils se mettent à travailler tout seuls, et se rendre compte, en fait, ils vont observer et ensuite ils vont être obligés de faire leurs propres conclusions et d'aboutir à quelque chose. Donc là, je vous ai mis des extraits de choses qui existent, par exemple, qui peuvent être assez motivantes. Participer à des concours comme Jeunes Reporters pour l'environnement, où tous les ans, on a des choses assez magnifiques qui ressortent sur des jeunes qui font des choses assez intéressantes. Vous trouverez tout ça sur le site. Vous pouvez aussi les encourager à participer à des concours photos. Par exemple, il y a un concours qui a été lancé qui s'appelle Stop Ébriété. C'est pour construire le musée de l'ébriété de 2050. Donc, on les invite à prendre des photos de 2024 pour montrer des choses complètement folles en fait, qu'on fait aujourd'hui en termes d'utilisation d'énergie, de ressources. Voilà, par exemple, des tours complètement illuminées la nuit ou des choses comme ça. Et en fait, tout ça, toutes ces photos construiront le musée de l'ébriété de 2050. Je vous ai aussi mis, par exemple, comment simuler une COP avec des élèves. En fait, ça peut se faire dans un format assez rapide, qui peut être d'une journée ou d'une demi-journée. Mais en tout cas, quand vous les mettez dans des jeux de rôle de décideurs, ils vont mieux comprendre pourquoi c'est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît, parce qu'il n'y a plus qu'à. Ça ne marche pas très bien pour aucun de nous, d'ailleurs. Je voulais également vous expliquer tout ce qui peut les motiver aussi à mieux comprendre, c'est à trouver comment les encourager après leur formation universitaire en fait, à avoir un projet qui serait
tourner autour de la solidarité ou de l'environnement à travers des manières de fonctionner pour compléter une formation. Et ça, il y a des solutions. Hein. Le bénévolat, on peut le faire pendant qu'on se forme, pendant qu'on est en train de préparer son bachelor, mais on peut aussi ensuite aller vers des services civiques qui peuvent être très intéressants. Il y a un service civique écologique qui a été créé en 2024 et qui permet à des jeunes de faire pour 6 à 9 mois ou 12 mois des missions en fait, qui auront un impact, un intérêt écologique. Donc tout ça, vous le retrouverez aussi sur le site MTATER. Vous verrez qu'ils peuvent aussi ensuite partir dans un volontariat international sur des missions environnementales. Et ça, c'est super intéressant dans la préparation d'une carrière professionnelle, d'aller en fait compléter une formation académique universitaire en fait, par une expérience de terrain. Et ces jeunes, en fait, on s'est rendu compte en les interrogeant qu'ils connaissent assez peu ces mécanismes. En fait, ils connaissent assez peu les services civiques, les missions de service civique, les missions de volontariat, etc. Donc, je vous ai fait cette proposition, peut-être de regarder avec eux s'il y a des choses qui pourraient les motiver ensuite et leur donner en fait un peu de peps et un peu de sens sur ce qu'ils sont en train d'apprendre. Je voulais quand même vous parler un petit peu de leur éco-anxiété. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup revenir. Beaucoup dans les médias, d'ailleurs, on parle beaucoup de cette jeunesse trop anxieuse, trop inquiète. Notre rôle à chacun, en fait, c'est bien sûr quand on les accompagne de ne pas en rajouter et surtout de trouver des pistes pour ne plus les maintenir dans cet état d'esprit. Comment elle se traduit, cette éco-anxiété ? Souvent, en fait, ils vont tomber soit dans quelque chose qui va ressembler à de l'éco-fatalisme, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus envie. En fait, trop inquiets, ne voyant pas de porte de sortie, une partie, en fait, est en train de se dire, alors à quoi bon ? Autant en profiter un max, quoi. Donc, ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est par exemple d'être dans le déni, c'est-à-dire que trop anxieux, en fait, ils vont dire non, mais c'est un peu ce que leur propose Trump, hein, c'est pas tout à fait vrai, quoi. On va très bien s'en sortir, etc. Donc, et puis, il y a ceux, en fait, qui pensent qu'à ça, quoi. À chaque fois qu'ils font un truc, oh là là, mais ça va mal. Donc, ça crée, en fait, un phénomène, en fait, qui est déjà assez présent parce qu'ils ont quand même beaucoup de sujets très dramatiques, en fait, qui les entourent en permanence dans les médias. Hein. On est dans un monde très conflictuel. Donc, si on leur parle que de choses qui vont mal tout le temps, en fait, on crée chez eux une tension intérieure qui finit, en fait, par être pénalisante pour leur bien-être tout court. Hein. Vous avez entendu parler ces derniers temps de la santé mentale des étudiants qui sont de plus en plus stressés, de plus en plus inquiets, qui ont peut-être du mal parfois à se concentrer parce qu'ils sont envahis, quoi. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était des pistes de sortie. J'en ai quelques-unes. Je ne dis pas que je les ai toutes mises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, en leur parlant de l'action, en pointant en fait ce qui va être possible de faire, on les aide en fait à sortir d'une inquiétude permanente. C'est-à-dire qu'on leur montre qu'on peut avancer dans la société. On n'est pas coincé non plus. Hein. C'est pas forcément la fin du monde tout de suite. Redonner aussi du sens. Et ça, vous le trouverez sur le site MTATER. Par exemple, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on dit pourquoi et quel impact ça va avoir. Que chaque action, en fait, va avoir un impact positif, mais on précise quel impact aura cette action. Et ça va beaucoup les aider. Donc, ils vont comprendre, en fait, ce qu'ils font, à quoi ça sert. Comme je vous le disais avant, je vous propose aussi de leur faire vivre des expériences qui sont des expériences qui sont à la fois apprenantes parce qu'ils vont avoir des podcasts à créer, ils vont avoir des synthèses à faire, etc. Mais ils vont aussi prendre plaisir à ce qu'ils vont être en train de découvrir. Et puis surtout, essayer de les faire travailler sur un imaginaire positif, c'est-à-dire en leur disant que la société peut aller bien. En fait, c'est à nous tous de la construire. Donc, on peut être dans une société solidaire, on peut être dans une société plus écologique. En fait, ça dépend. Il y a beaucoup de récits, en fait, aujourd'hui. Vous trouverez ça également sur MTATER, sur les récits un peu plus positifs. Et puis surtout, faire confiance à leur motivation, à leur créativité. Parce que ce qu'on a remarqué souvent, c'est qu'en fait, on aimerait leur proposer une façon de progresser et de travailler. Mais parfois, ils sont assez surprenants. Il faut d'abord les laisser faire des choses complètement incohérentes par rapport à ce qu'ils viennent d'apprendre pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes, en fait, que non, ils ne sont pas partis dans le bon sens. Et parfois, en fait, les laisser se tromper est plus nécessaire que de leur imposer un point de vue. Donc, les faire travailler seuls sur des choses comme, par exemple, sur une COP où ils vont être obligés d'avoir le rôle du méchant, de celui qui ne veut rien faire, ou etc., les aide plus à comprendre pourquoi il ne faut pas être comme ça, en fait. Donc, essayez peut-être de ne pas trop
orienter leur pensée au début, mais les laisser dans quelque chose d'abord d'assez libre et d'assez créatif pour les accompagner pas à pas vers quelque chose de plus précis. Voilà, je me dépêche. Non, il n'y a pas de... J'ai une question par contre. Est-ce que cette éco-anxiété, elle a une conséquence sur leur engagement dans le travail ? Alors justement, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on est un peu revenu. On a travaillé sur une étude dernièrement avec la Fabrique Spinoza sur redonner ou faire confiance à la jeunesse. Et en fait, on voudrait que les jeunes soient moins engagés en termes d'activité professionnelle, ce qui n'est pas vrai en fait. Quand ils s'y mettent pour de bon, comme nous. En fait, ils sont engagés. C'est juste qu'ils ont peut-être plus d'exigences sur ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnelle et ils ont peut-être plus d'acceptation en fait de ne pas faire longtemps le même métier. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans quelque chose d'assez souple, d'assez mouvant. Et ça, c'est un peu différent. Nous, quand je dis nous, c'est parce qu'on est dans une génération supérieure où on a beaucoup connu le chômage, le besoin de stabilité de l'emploi, etc. Là-dessus, ils sont très différents, c'est-à-dire qu'ils acceptent que leur vie professionnelle change plusieurs fois au cours de leur carrière, ça ne les dérange pas. En revanche, sur leur investissement professionnel, ils ont autant envie de faire quelque chose de bien et qui a du sens. Et quand on les interroge, les jeunes professionnels, ils sont très engagés. D'ailleurs, je vous conseille un site qui s'appelle Pépite Verte. Et c'est un site qui montre des jeunes professionnels qui sont aujourd'hui déjà impliqués dans le monde de l'entreprise et qui sont très actifs pour la transition énergétique et qui racontent leur parcours. Et vous verrez, c'est des jeunes qui sont époustouflants. Voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que y a vraiment besoin, pour bien les accompagner, ces jeunes, d'une formation continue, mais pour tous. C'est-à-dire, les jeunes ont besoin en effet de se former davantage, mais pas que les jeunes. En fait, tous les acteurs qui les entourent ont vraiment besoin d'évoluer parce qu'on est dans une société qui bouge beaucoup, qui bouge très vite, beaucoup plus vite que ce qui s'est passé ces dernières décennies et ces dernières centaines d'années. En fait, vous avez vu que tout commence à s'emballer et aller très vite. Donc, si vous ne vous formez pas et que vous leur donnez des informations qui datent d'il y a 5 ou 10 ans, c'est déjà foutu, c'est trop tard en fait. Il y a d'autres choses qui se sont créées. Par exemple, sur l'éco-conception des produits. Il y a 5-10 ans, en fait, on ne savait pas encore faire tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. L'éco-conception numérique, je ne sais pas si vous en avez parlé lors de votre séminaire de l'année dernière, mais aujourd'hui, concevoir un site, en fait, peut être éco-conçu comme en fait un produit. Leur montrer en fait toutes ces évolutions, c'est très très important. Donc il faut vraiment continuer à être, je dirais, à la page. Nous, par exemple, le site Mtater, vous verrez, il ne comporte quasiment aucune image. On a pris ce risque parce qu'en fait, on sait que les jeunes aiment ce qu'il y a de l'image. Vous me direz d'ailleurs s'il vous plaît ou pas, peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, c'est un site qui est pratiquement complètement éco-conçu. C'est-à-dire il fait voyager très peu de données. On a l'impression qu'il héberge beaucoup de choses, mais en fait, il héberge quasiment rien. Tout va être cherché à l'extérieur, en fait. Il fait voyager très peu de données. Donc, en fait, et on leur explique que c'est un site éco-conçu, d'ailleurs. Et quand on les a interrogés pour savoir s'ils appréciaient ce site ou pas, en fait, c'est ce qui est ressorti, ils apprécient ça. Qu'en fait, ils voient enfin des choses qui bougent, quoi. Ils voient enfin des choses différentes et un peu pas comme d'habitude, quoi. Ils ont l'impression, du coup, que la société progresse. Donc, ce que je vous ai proposé également dans mon intervention, c'est un site où vous allez pouvoir trouver, rien que pour vous cette fois-ci, ce n'est pas en direction des jeunes comme Mtater, là c'est un site de ressources éducatives et de formation qui sont destinés uniquement aux acteurs de l'éducation, qui vont vous aider dans vos missions éducatives à trouver soit des ressources pour animer quelque chose en classe, une idée, un débat, des expositions, des ateliers, des manuels, enfin énormément de choses. Mais vous en avez à peu près 140 ressources. D'ailleurs, elles sont accessibles gratuitement. Comme l'ADEME est un établissement public, on ne fait rien payer. Tout est gratuit et accessible. Et vous allez également pouvoir trouver des formations qui peuvent vous aider, notamment sur ce que c'est que la communication responsable. Comment, par exemple, il y a un MOOC qui va vous expliquer comment amener les jeunes vers de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Donc, par exemple, si ça vous intéresse, en suivant ce MOOC de quelques heures, vous allez découvrir comment les faire travailler sur de nouveaux imaginaires. Je vous ai également mis, pour terminer l'intervention, en fait, quelques propositions de lecture pour être peut-être un peu plus
plus informer sur leur état d'esprit, et voilà. Donc, je vous ai proposé le dossier du magazine de l'ADEME qui s'était posé la question, les jeunes sont-ils plus écolos que les autres? Cette étude dont je vous ai déjà parlé de la Fabrique Spinoza, à laquelle on a participé et qui s'appelle « Redonner et faire confiance à la jeunesse », un petit guide de l'ADEME que vous pouvez donner à vos élèves, en fait, à vos étudiants. Il s'appelle « Comment agir pour la planète ». Vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi demander à recevoir une version papier que vous pouvez distribuer à chacun d'eux. Ça leur donnera des bases. Et puis, comme en fait on avait quelques minutes ensemble, mais peut-être que vous avez d'autres choses à me proposer, je vous ai laissé mon adresse mail. Parce que si vous avez besoin qu'on continue à échanger ou à me demander une information ou même à me proposer quelque chose, je me suis dit que ce serait bien qu'on reste en contact. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Florence pour cette introduction. Merci. On a quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà des questions à poser à Florence, des sujets ou des réactions par rapport à ce que vous constatez vis-à-vis de vos étudiants? Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. Peut-être changer de micro. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Jean-Michel Touvignon, je suis président de l'IUT de Rouen. Alors, c'est pas une question, je voudrais faire une petite remarque. D'abord, chacun sait que les travaux de l'ADEME sont remarquables et sans doute insuffisamment connus du grand public. Donc, merci, Madame Clément, de tout ça. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de RSE. Ce matin, on n'a pas parlé de RSE. Ce matin, on a parlé d'environnement. Je voudrais rappeler que la RSE, il existe une seule norme qui traite de la RSE, c'est l'ISO 26000 que vous devez connaître sans aucun doute. Dans l'ISO 26000, il y a 7 questions centrales. Il n'y en a qu'une qui traite de l'environnement. La RSE, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'aimerais que l'on ne torde pas le cou à la définition de la RSE qui est riche, qui est importante pour notre société, et notamment qu'on ne torde pas le cou à cette définition beaucoup plus vaste et compliquée, même si la question environnementale est urgente et importante. Je ne dis pas le contraire, et vos travaux sont absolument nécessaires. Mais je pense que si on parle de RSE, il faut aussi aborder les autres aspects. Et la difficulté qu'on a pour mettre en œuvre la RSE, c'est de gérer les tensions qu'il y a entre les questions économiques, les questions environnementales et les questions sociales. Ce sont ces tensions-là qui sont à gérer par les responsables économiques. Responsables économiques que seront nos étudiants plus tard. Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque. Je constate, moi je travaille sur la RSE depuis maintenant bientôt 20 ans, je constate que la vision qu'on en a se dégrade parce que l'urgence climatique prend le dessus sur le reste. Mais on constate également qu'il y a des inégalités sociales qui se creusent, on constate également que la situation économique se dégrade, eh bien ça fait partie aussi des urgences auxquelles il faut qu'on s'affronte, tout en gardant l'œil sur, bien sûr, le climat et les questions environnementales. Et donc, j'en reviens à ces fameuses tensions. Pour moi, la RSE, c'est ça, et j'aimerais qu'on puisse en discuter tout au long de la journée. Merci Jean-Michel pour cette intervention. Oui, tu as mis le doigt sur, bien évidemment, l'ambiguïté qu'on a eue pour monter ce colloque, et on va aborder, bien évidemment, ce sujet. On a d'ailleurs une table ronde qui est dédiée à RSE et PME en fin de matinée. On essaye de couvrir les différents sujets, mais c'est vrai qu'on a des angles d'approche qui sont parfois différents, mais en effet, ils ne doivent pas être exclusifs des autres. Tu as tout à fait raison, hein, je pense que... Non, mais c'est un point de vigilance que tu fais bien de signaler. Oui. Oui, bonjour, Francis Leroux, président de l'IUT du Littoral.
Moi, j'ai une première remarque. C'est la première fois que j'entends ça, donc merci beaucoup pour ces informations. Vous savez que sur le littoral, à Dunkerque, on a un peu une explosion économique. On travaille beaucoup avec vos collègues, d'ailleurs, dans le cadre de la transition écologique, puisqu'on va avoir une création de plus de 20 000 emplois. Donc, bien évidemment, nos actions avec l'éducation nationale, c'est d'en sensibiliser les jeunes sur ces nouveaux métiers, sur ceux qui vont arriver demain. Mais je vous avoue franchement que le monde de l'éducation nationale, je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Je ne l'ai jamais vu donner aux jeunes ces sites. Donc, bon, voilà, je ne sais pas comment vos informations arrivent à l'éducation nationale. Est-ce que c'est le rectorat qui bloque ou pas? Et le deuxième point que je voudrais donner, c'est qu'effectivement, à Dunkerque, on a une université avec 10 000 étudiants. Et je vous rapporte l'intervention du président de la communauté urbaine il y a quelques temps, puisqu'on était dans une assemblée liée à la transition écologique avec beaucoup de jeunes qui ont témoigné. Donc je confirme que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils ont bien pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour la voiture. Mais le président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, disait « Mais attendez, je ne vous comprends pas là. Je vous ai mis des bus gratuits. » Parce que Dunkerque, il y a des bus gratuits depuis des années. Mais vous venez tous en bagnole. Mais vous venez tous en bagnole seul. Vous ne faites même pas de covoiturage. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, juste pour la première remarque sur le fait que ces sites ne sont pas portés à la connaissance. Voilà. En fait, ce qui est très difficile dans un monde ultra centralisé, c'est en fait de faire tourner l'information. Finalement, le ministère de l'Éducation nationale, ce qu'il fait, c'est qu'il retransmet à ses académies, puis au rectorat, etc., en fait, des informations qui émanent de lui. Mais en fait, il ne fait pas une veille ou quelque chose en fait, qui lui permettrait de, même si on est un établissement public, donc un organisme d'État, d'ailleurs c'est la même chose pour l'OFB, pour tout le monde, voilà. En fait, il ne fait pas cette veille en fait, pour transmettre l'information. Donc les moments d'échange que j'ai avec vous aujourd'hui, en fait, c'est aussi important pour ça, c'est qu'en en fait, on puisse vous faire connaître des choses qui sont assez difficiles en fait, à véhiculer, parce qu'en fait, la centralisation ne permet pas en fait, voilà, d'accéder à l'ensemble des informations disponibles, et que c'est souvent, et je le vis également dans mon quotidien, c'est souvent à l'occasion de petits voyages sur les réseaux sociaux, de participation à des colloques ou des choses comme ça, que je découvre des initiatives hyper intéressantes. En fait, on est dans un monde où l'information, elle est tellement présente on est dans une infobésité où on ne sait même plus repérer en fait les choses au milieu de tout ça. Donc en fait, ce que vous me dites ne m'étonne, mais pas du tout. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour justement aller faire connaître davantage auprès de la jeunesse et de vos collègues en fait des sites d'information fiables qui existent. C'est pour cela qu'on a demandé à Florence d'intervenir puis de nous donner des éléments très concrets, parce que notre objectif, c'est de créer du lien entre vous et puis l'ADEME, puisque derrière, vous avez vu, il y a des ressources. Et encore, Florence vous a parlé d'une toute petite partie des ressources qui existent, parce que l'ADEME produit beaucoup de choses à destination des élèves et des étudiants. Donc, elle vous a donné directement son adresse email, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous restez avec nous ce matin? Est-ce que vous avez le temps ou pas? Alors, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai une autre réunion qui s'enchaîne et qu'il faut que je reparte du coup. Donc, n'hésitez pas à lui poser directement des questions. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Non, non, il y avait. N'hésitez pas à lui poser directement vos questions, à prendre contact avec elle. Je crois que c'est vraiment l'objectif de cette introduction. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous. Alors, maintenant, on va passer donc à la suite de nos échanges, et on va vous proposer 2 ateliers. Donc, vous les avez là sur vos petits cartons. Donc, un atelier RSE et industrie, un atelier RSE et services. Alors, l'atelier RSE et industrie donc, va commencer dans une dizaine de minutes. Ça vous laisse le temps pour ceux qui n'ont pas pu prendre un café d'aller prendre un café, et il aura lieu ici. Et l'atelier RSE et services, par contre, aura lieu en bas, dans la salle du bas. Je voulais aussi vous dire que dans la salle du bas, prenez le temps de regarder ce qu'il y a sur les murs. On avait sollicité les IUT au mois de juin, en leur proposant, à ceux qui voulaient, de nous
partager des expériences qu'ils ont faites dans le domaine de la transition écologique, de la RSE, etc. Et on a quelques IUT qui nous ont répondu et qui nous ont dit des choses très intéressantes. On a essayé de les mettre sur des panneaux, donc forcément l'information est limitée. Mais vous avez toujours des contacts qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, là, peut-être avant le démarrage de cet atelier, ou alors entre midi et 2, à prendre connaissance de ces panneaux, et puis à entrer en contact avec ceux qui sont nommés, parce que vous verrez, ils font des choses formidables. Bonne suite à vous.